Salut à tous et ouch! Aujourd'hui nous allons parler de l'ASNIF, le festival sur l'absurde séance, donc Absurde Séance Nantes International Film Festival. Il s'agit donc du festival avec des films bien barrés qui s'est déroulé à Nantes du 4 au 9 octobre 2016 au cinéma 14A plus précisément. Comme vous le savez, si vous suivez la chaîne de Valentin Breuré, mon ami qui est ici, eh bien lui, moi et un autre complice, nous faisions les enfants de l'absurde, c'est-à-dire une petite review des films projetés par l'absurde séance tous les 2 jeudis. Et il se trouve que malheureusement mes 2 collègues n'ont pas pu voir les films de cette ASNIF, alors que moi j'ai tous vu sauf un. Eux ils bossent évidemment, donc rendons leur hommage pour tout leur travail. Et donc il me revient la tâche de vous présenter les films. Alors, moi j'espérais pouvoir faire une petite guirlande comme ça avec tous les tickets. Malheureusement il s'est passé une chose terrible. Non, s'il te plaît, dans ce lapin, ces enfants ont la joie de vivre. Devant cet acte odieux, inqualifiable, impardonnable, mon sang fit un tour, et je me suis dit, oh, on s'en fout, l'important c'est de voir les films. Mademoiselle de Park Chan-wook. Ah, la Corée, les années 30. Un moment où le pays était encore uni, et où c'était la merde parce que l'envahisseur japonais occupait tout le territoire. Tout? Non, parce que certains esprits encore résistaient à l'envahisseur. Plus ou moins. En effet, il s'agit du nouveau film de Park Chan-wook. Il a déjà offert une trilogie de la vengeance avec Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy et Lady Vengeance, ainsi que Thirst, ce sont ses films les plus connus ici en France, et aussi fait, je crois, Géant contre le diable. Bref, que des films bien joyeux, bien barrés, et surtout qui montrent 2 choses chez le bonhomme. 1. Une misanthropie totale, et 2. Une amoralité de bonne loi. Mais Mademoiselle n'est pas un film de résistance contre l'envahisseur japonais. En effet, il s'agit de l'histoire de Suki, une jeune fille qui a été engagée comme bonne, plus exactement comme femme de chambre, pour une fille recluse, une jeune fille recluse de l'aristocratie plus ou moins japonaise, plus exactement de l'aristocratie coréenne qui a collaboré avec le Japon. Et il se trouve que normalement Suki est là pour voler l'héritage de la jeune fille par un plan très tordu et très monstrueux. Or, il se trouve que justement ce film est plein de rebondissements. À la manière de Lady Vengeance, Mademoiselle est divisée en 3 actes. En l'occurrence ici on a le point de vue de Suki, suivi par le point de vue de la demoiselle dont elle est la bonne, et pour finir un épilogue. De ces 3 intrigues qui s'entrecroisent, eh bien nous voyons un festival de personnages amoureux, et de bons personnages amoureux. Effectivement, il ne s'agit pas de montrer des gens dégueulasses, il s'agit de montrer des gens qui luttent sans penser à bien ou à mal, mais à leurs intérêts, à leur volonté, à leur pulsion, à leur passion. Et là, c'est très bon! Le film est authentiquement pervers. En effet, la perversion à la base, c'est le retournement, c'est le détournement, c'est le fait de prendre un élément et d'en changer le sens de manière à ce que justement le sens original ne soit plus le même qu'avant, alors que normalement il aurait dû le rester. C'est donc une manière de tromperie. Et ce film-là ne cesse pas de tromper son spectateur, mais aussi de tromper ses personnages. Tout cela dans un chassé-croisé d'intrigues qui est extraordinaire. Le film est aussi pervers dans sa dimension sexuelle. On commence déjà avec une petite fille qui grandit en lisant des histoires cochonnes à une bande de gros dégueulasses, mais riches. Il y a aussi des scènes de sexe, surtout lesbiens, qui sont très impressionnantes, surtout lorsqu'on sait que la Corée du Sud est encore très prude. Bref, on a un vrai spectacle complet, un petit peu longué, parce qu'il dure quand même plus de 2 heures, et ça se ressent parfois dans un esthétisme un petit peu suranné. Mais sinon, quelle claque! Looking for Langston de Isaac Julien. La mort et l'hommage funéraire à Langston Hughes, poète américain noir et homosexuel déclaré. Dans l'Amérique des années 1920, Langston Hughes était une figure de proue du militantisme à la fois noir et homosexuel. Et il se trouve que ce film, écrit et réalisé en 1989, très court puisqu'il dure 40 minutes, est au contraire des films actuels de la vogue LGBT, non pas un film de propagande, mais vraiment un film expérimental, intéressant, intelligent, mais qui n'a pas su attirer le public. Il se trouve que c'était la salle la plus vide de tout le festival, c'est un peu dommage. En même temps, un film expérimental, impressionniste, en noir et blanc de 40 minutes, c'est sûr que c'est pas super glamour. Il n'en reste pas moins que ce film était intéressant à voir, pourquoi pas. Bad Cat de Aïs Unal. Est-ce que vous connaissez Garfield? Bien sûr, vous connaissez Garfield. Est-ce que vous connaissez South Park? Bien sûr, vous connaissez South Park. Est-ce que vous connaissez Shiro? Moi non plus.
Il s'agit apparemment d'une BD turque à la base, qui raconte l'histoire d'un chat complètement trash, complètement dégueulasse, qui boit de l'alcool, qui fume, qui est un voyou et qui baise à tour de bras. Et là il se trouve que là justement on a l'animation adaptée, qui est assez étrange pour une raison bien simple. Sa narration n'est pas tout à fait bonne. Niveau technique, il n'y a pas grand chose à dire. C'est sûr que ce n'est pas le niveau de Pixar, en même temps, eux, ce sont les boss du game. Donc, on s'en moque un petit peu que ce soit pas à ce niveau-là. L'important, c'est que les images sont belles, et surtout que ça raconte bien ce que tu dois raconter. Donc, c'est l'histoire de Shiro, un chat chef de bande, qui, ayant eu vent d'une nouvelle chatte dans le quartier, voudrait la niquer. Il se trouve que, malheureusement, dans le processus de séduction, il la tue, sans faire exprès. Et le propriétaire, qui est très mécontent de voir sa chatte adorée mourir, eh bien, décide de tuer Shiro. Mais c'est lui qui meurt et il redevient un zombie. On ne sait pas pourquoi. Puis il remeurt, puis il redevient un zombie, puis il remeurt, puis il redevient un zombie. Et en fait, c'est juste une course-poursuite entre Shiro et le propriétaire, qui est apparemment l'avatar de l'auteur. Mais malheureusement, dessus se greffe aussi une histoire entre Shiro et un fils qu'il a eu quelque part avec un coup de bite mal placé. Et autant dire que ça ne va pas très loin parce que malheureusement, on ne s'intéresse pas beaucoup à cette histoire-là. On n'arrive pas beaucoup à s'intégrer au côté trash. J'ai parlé du South Park, mais disons c'est quand même quelques crans en dessous. En effet, on ne s'attache pas beaucoup à ce chat qui ne raconte pas grand chose d'autre que d'être un voyou et de vouloir niquer un peu partout. L'intrigue avec son fils est un peu plus intéressante, mais il est malheureusement sous-exploité et arrive sur les bons sentiments. Il faudrait dire dans ce cas, pour faire une synthèse, c'était une mauvaise bonne surprise. En même temps, il faut dire, le cinéma d'animation turc, par chez nous, on ne connaît pas ça beaucoup. Donc, découvrons. Conan le barbare de John Milius. Oh, Chrome. Oh, c'est bon. 1982. Ensuite, il y a eu 1988 avec Willow, et puis il n'y a rien eu jusqu'au Seigneur des Anneaux. Ce film-là est un film d'heroic fantasy génial, écrit par Oliver Stone, réalisé par John Milius, qui malheureusement n'a pas réalisé beaucoup de bons films par la suite. On se souvient de L'Aube Rouge. L'histoire, c'est celle de Conan. Quand il est jeune, son village se fait attaquer, sa mère est décapitée devant ses yeux d'enfant par le chef de la secte de Tolsadoum. Et le petit Conan, emmené en esclavage, sera attaché à la roue de la douleur, où il va grandir, grossir ses muscles, et puis partir en aventure, où il deviendra Conan le barbare, et puis plus tard, roi d'Aquilonia. Mais ceci est une autre histoire. Énorme claque, énorme classique, énorme bonheur. Ah, merci Absurd Science de nous offrir encore ce genre de joie, ce genre de film transgressif pour de vrai, qui le sont encore aujourd'hui. L'écriture donc de Oliver Stone est toujours pertinente quand il s'agit de parler des sectes, toujours pertinente quand il s'agit de parler de manipulation mentale. Et ce film en regorge, que ce soit entre les personnages ou bien encore avec le spectateur. Ensemble de scènes mythiques, basées sur les écrits de Robert Howard et subliées par la musique de Basil Polidouris. Un classique, un chef-d'œuvre, un bonheur. Non, je ne dois pas en parler, vous devez le voir. ABCs of Superheroes de Jens Holzer. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Enfin bref, c'est l'histoire d'une petite fille qui est au magasin et qui s'emmerde. Alors comme elle s'emmerde, sa maman lui achète une BD. Et cette BD, c'est ABC of Superheroes. A la base, il s'agit d'une web-série allemande, en gros 20 épisodes, c'est-à-dire une lettre ou deux par épisode. Chaque lettre représente un personnage, à savoir un super-héros un petit peu naze quand même. On aille de Almighty Ape au Z-Man. Et tous ces personnages-là sont à la fois hyper violents et hyper sexués. En fait, il y a du nichon, de la tripe, du gore, du cul, et c'est beau, et c'est con, et c'est foutraque. En plus, l'aspect complètement Z, tout est tourné sur un fond vert un petit peu comme ça, mais d'une manière complètement à l'arrache. Ce qui donne un côté extrêmement cartoon. C'est hyper bien fait pour leur budget, pour le fait que ça a duré 5 ans de réalisation, et puis surtout que c'est un gros délire qui fait plaisir à voir. Ce genre de cinéma guérilla se retrouve beaucoup sur internet, et il doit être soutenu, il doit être récompensé, et on le récompense avec Spy Time de Javier Luis Caldera, de son vrai titre Anacleto. C'est une adaptation de BD, encore une fois, et cette fois c'est une BD espagnole qui a dû commencer un petit peu avant la Movida, qui parodiait ou qui rendait hommage au film d'espionnage à la James Bond. On suit donc le personnage d'Anacleto qui devient vieux et qui rend visite à son pire ennemi, le vilain Gomez. Or, il se trouve que cette visite était un piège, puisque comme ça le vilain Gomez s'évade, laisse Anacleto dans le désert, mais surtout lui dit
il va aller buter son fils. Et voici donc le vieil Anacleto qui se lance à la poursuite de son fils afin de le protéger. Mais malheureusement, le vilain Gomez fera découvrir bien vite l'envers du décor à ce jeune homme qui pensait que son père était simplement un fabricant de saucissons et non pas un espion super badass. Réalisé en 2015, il s'agit d'une comédie de déconstruction, c'est-à-dire une comédie de parodie qui cherche à trouver tous les clichés d'un genre, à les retourner de manière qu'on s'en moque. C'est donc un clin d'œil envers le spectateur qui connaît déjà les codes, qui connaît les clichés, qui connaît les motifs et qui a envie de s'en moquer un petit peu. Mais de s'en moquer avec en même temps du respect et de l'hommage parsemé dans l'ensemble de ce film. Je ne connais pas la BD Anacleto. Pourtant, chaque fois que j'ai vu un détail, je me suis dit, ça, c'est un hommage à la BD. Tout transpire l'amour de la BD dans ce film. Et c'est pour cela qu'il a gagné le prix du jury. Il y avait 5 films en compétition et c'est celui-là qui a gagné, il l'a mérité. Un jour peut-être il passera à la télé, un jour peut-être il passera en DVD ou en Blu-ray. Et dans ce cas-là, où chez l'acheter? Anacleto, Faya Nunca. The Bodyguard de Yue Song. L'Asie est un honneur dans ce festival. Et c'est normal parce qu'il y a de sacrés talents qui s'expriment. En l'occurrence ici de celui de Yue Song, à la fois auteur, réalisateur et interprète principal de ce film, The Bodyguard. L'histoire est extrêmement basique à la base. Il s'agit effectivement d'un film qui reprend beaucoup de clichés du film d'arts martiaux hongkongais. En l'occurrence ici, il s'agit de l'histoire d'un étudiant devenu maître en arts martiaux qui retrouve un de ses anciens condisciples, qui lui a fondé une école de garde du corps. Il se fait engager en tant que maître de la technique du poing et du pied d'acier, et il va devoir protéger la fille d'un client richissime qui a déjà sauvé une fois par hasard. Le film est bourré d'humour, est bourré d'action, est bourré aussi de talent. Il suffit de voir le générique de fin lorsqu'on montre un petit making-of à la manière de Jackie Chan, c'est pour ça que j'en faisais référence un petit peu avant. Et on voit donc Yue Song suer, se frapper, se cogner, souffrir pour son film. On voit que c'est un film petit budget, mais il y a de grands talents et beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, beaucoup d'intelligence. Le film m'avait été présenté comme étant un film très con. Non, c'est un film extrêmement subtil. Ce film-là, je vous conseille d'aller le voir. Allez vous faire plaisir, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des films pour cinéma de quartier de cette manière-là. C'est agréable, c'est fou, c'est dingue, et puis surtout, c'est bien fait. C'est là que l'on voit qu'il y a véritablement un travail à faire sur la déconstruction, sur la reconstruction d'un style de film. En l'occurrence ici, le film de combat, le film d'arts martiaux hongkongais, qui est très bien réalisé. When Geek Meets a Serial Killer, de Shin Pei Shen et de Remus Kam. Que feriez-vous si vous vous retrouviez devant un cadavre? Et pas n'importe quel cadavre, le cadavre de votre seul et meilleur ami qui est mort stupidement d'un accident de petite voiture. Eh bien, il se trouve que c'est la question à laquelle va devoir répondre notre héros. Un geek avec une coupe au bol dégueulasse qui rêverait de pouvoir enfin tringler sa petite copine, qui elle aussi va apparaître dans le métrage, ne vous inquiétez pas, et qui se trouve l'amante de son ancien meilleur ami. De son feu meilleur ami. Là-dessus, sur ces entrefaites, arrive un policier un petit peu bizarre. Et je crois que nous avons affaire à un serial killer. Pardon? Un serial killer. Un quoi? Un serial killer. Un tueur en série. Ah, serial killer. Vous avez reconnu la blague? Vous avez aimé la blague? Parce que ce film en est plein. En effet, il s'agit d'une comédie glauque, une comédie noire, et une comédie surtout adaptée d'un manga. C'est vraiment un manga chinois, c'est-à-dire un manhwa. Et bah, c'est très très bien. C'est un huis clos. J'aime ça, les huis clos. C'est un film d'humour, une bonne comédie. J'aime ça, les bonnes comédies. Et il se trouve qu'en même temps, il y a plein d'inventions. Le titre papier est disponible en France. Je crois que le titre du manga, c'est Le Geek, sa blonde et son tueur. Vous pouvez chercher, je pense que dans la bonne crèmerie à côté de chez vous, vous trouverez votre bonheur. En tout cas, moi, j'ai trouvé au cinéma, il n'y a pas à dire, c'est vraiment un grand cru, ce festival. Kizu Monogatari 2, Neketsuen. De Tatsuya Oishi. Ah, Kizu Monogatari. Kizu Monogatari. Il se trouve qu'on avait déjà fait la critique du premier épisode avec Fabien lors d'un enfant de l'absurde un peu plus tôt.
C'était une animation complètement dingue, à la limite du surréalisme constant, qui racontait des histoires un petit peu connes, à savoir un mec qui devient un vampire parce qu'il voulait sauver une vampire écartelée, et résultat il devient son serviteur. Ben là c'est la suite. Et pour une fois, le style complètement fou, complètement anarchique du montage et de la réalisation est justifié. Pourquoi? Parce que là, ce coup-ci, on a des combats. Contrairement au premier épisode, où bien entendu, lorsqu'il s'agit de faire un pas, bordel, on ne fait pas un ralenti. On ne traite pas ça comme étant un truc génialissime. Dans ce deuxième épisode, la scène de totale épicness, eh bien, c'est un levage de jupe sur montrage de culotte à la manière de 2001, l'Odyssée de l'espace. Les vrais savent. Sinon, nous avons 2 combats de fort bonne alloi en 40 minutes. Autrement dit, c'est un petit quota sympathique quand il s'agit de voir un animé. Ce deuxième épisode est largement supérieur au premier qui nous avait un petit peu emmerdé Fabien et moi. Et comme là, on est un petit peu sur la raison d'être de l'œuvre, et bien évidemment, c'est un petit peu plus pertinent. Étant donné qu'il s'agit d'une trilogie, on peut s'attendre à ce que le 3e volet sorte pour l'absurde séance. Je vous en parlerai aussi, je pense, je ferai une petite vidéo quand il sortira. Mais en attendant... Ben, c'était un petit peu mieux, mais ça reste quand même un animé... à peu près là. En sachant qu'ici c'est bien. Et ça, c'est pour un revers. Là. Grave, de Julia Ducournau. Un film produit par Julie Gaillet. Un film qui a fait 2 événements à Toronto. Pourquoi? Et ce film-là, c'est un film, putain qu'il est bon. Oh oui. Sérieux, Oh, ce là, film-là, c'est pas la j'adore. mer avant, Ce film-là, ça a on été y une passe. perle, ça a été un instant de Première, gloire, j'ai déjà c'était mangé un l'année instant de dernière, sinon bonheur, et ça a été le prix Allez, du je te regarde. public. Parce que ce film-là, putain qu'il était bon. Alors il s'agit d'un premier film d'une ancienne étudiante de la FEMIS, donc Julia Ducournau, qui réalise un film qui est plutôt intelligent, Tu qui vois, est plutôt c'est rien. bien fait, malgré un faible budget, parce qu'il s'agit d'un film de genre français. Alors qu'est-ce que c'est un film de genre? Non, ce n'est pas un film aimé par Najat Vallaud-Belkacem. Je serais C'est contente un de l'avoir. film qui se rapproche d'un genre de série B, façon Non, mais tu vas pas fantastique, commencer la horreur, musique en bon, là, science-fiction. je t'affiche. Bref, le genre, pas le triple A, pas la comédie dramatique avec des bobos qui se regardent la nouille. Il s'agit d'une végétarienne complètement fanatique qui va découvrir le goût de la viande lors d'un bizutage de son école de vétérinaire. Et là, elle va kiffer. Elle va tellement kiffer qu'elle va chercher d'autres viandes. Et bien entendu, quand on est dans un pensionnat, il y a une viande à disposition. Par contre, il n'y avait pas de chantilly. Et pourquoi, malgré les rêves incessants, n'y a-t-il pas de chantilly? Bah non, pourquoi? Eh bien, parce que ce film-là, il faut avouer, il a quand même quelques défauts. Mais il a un avantage Sérieux, extraordinaire. là, c'est pas la mer C'est avant, qu'il est ce que le on y passe. public attend. moi, je Le sais, public alors. français Merde, j'ai déjà veut mangé voir l'année des films dernière, d'horreur, sinon je serais pas veut là. voir des films Allez, dérangeants, je veut voir de la French touch dans l'horreur, dans le fantastique ou dans le gore. Et il se trouve que ce film-là a un seul défaut pour moi. C'est pas une question de réalisation, puisque Julia Ducournau écrit et réalise un film Tu vois, à la c'est rien. hauteur de son budget, même au-delà, ce qui prouve un sacré talent à suivre comme réalisatrice. Non, c'est au niveau de sa fin, il s'agit d'une Je serais fin contente de de l'avoir. court-métrage. Pour moi, la manière dont ça tombe, c'est une fin de Non, mais court-métrage. tu vas pas commencer la Mais c'est le seul défaut. là, tu t'affiches. Et c'est un défaut tellement minime, parce que c'est juste un seul plan, je dirais il n'y a pas de défaut. Celui-là, je lui mets 4,5 sur 5, limite du 5, ça rase le 5, là c'est le plafond du 5. Et donc ce film a été applaudi, avec les mains, avec les pieds, avec des cris, c'était ouche dans toute la salle, tellement c'était génial. Et il se trouve que ça le mérite. Il sortira en mars 2017, ne ratez pas, grave. Battle Dream Chronicles de Alain-Nicolas Briard. Quand je vous parle de Martinique, qu'est-ce que ça vous évoque? Pas de problème. Tranquille, Vincent. Doudou. Oui, aussi. Mais pas seulement, parce qu'aujourd'hui, la Martinique peut se vanter d'avoir un réalisateur de long métrage d'animation. Alain Briard a en effet réalisé ce film tout seul, avec son ordinateur et ses amis, pour faire les voix. Eh bien, je ne sais pas si c'était un bon film, dans le sens où je n'ai pu voir que la bande-annonce. J'ai raté la séance. Pardon. Parce que franchement, la bande-annonce, elle déchire. Elle dépote, elle donne envie. Mais me direz-vous, quelle est l'histoire? Eh bien, il s'agit de gens qui sont coincés dans un jeu vidéo. S'ils meurent pour de vrai. Et s'ils ne rapportent pas assez de points d'XP à leur maître, eh bien dans ce cas, ils seront tués aussi. Non.
Il ne s'agit pas de SAO2, qui d'ailleurs ont trompé complètement à la fois Matrix, mais aussi surtout Avalon de Mamoru Oshii, ou bien encore Le Fantôme de Baker Street, le 6e film de Détective Conan. Là, au contraire, il s'agit, de l'aveu même du réalisateur, d'une métaphore de l'esclavage qui, évidemment, a frappé la Martinique aussi. Il s'agit d'une ancienne colonie d'esclavage, une ancienne colonie française. Le rapport maître-esclave est prédominant dans ce film. C'est en tout cas ce que laissent entendre à la fois les interviews et les bandes annonces. Donc, je n'ai qu'une seule chose à dire. Ben, puisque je l'ai raté, je le chercherai et je le trouverai et je le regarderai. Et j'espère que je vais kiffer. Les monstres du Kung Fu de Lao Chi. Ah, je vous ai bien dit, l'Asie est à l'honneur dans ce festival. Et donc, dans ce film de 1982, quand Conan le Barbare allait défourailler Toxadoum, eh bien, un manchot et un Kudjat allaient foutre sur la gueule à un bossu. En l'occurrence, il s'agit de l'histoire de deux hommes qui ont été chassés par leur maître, plus exactement par leur chef de gang, après qu'ils aient été mutilés. Et donc, nous voyons un manchot avec un petit moignon et un Kudjat avec les jambes atrophiées qui se prépare en s'entraînant au kung-fu pour aller péter la gueule au méchant qui lui a une bosse de fer. C'est un film crade, c'est un film avec un doublage des années 80, quand on faisait encore Nous, il y en a un le bol, ou Ça va prendre les bambous, ou J'irai faire une femme sur tes tripes, mais ça existait, c'était génial. Et bien ce film a donné envie. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on voit assez peu de vrais handicapés dans les films, à part les pornos de candidats royal. Et il se trouve que ces handicapés, ici, sont de vrais maîtres du kung-fu. Et on le voit bien. Alors évidemment, il s'agit de chorégraphie, mais ce sont des chorégraphies bien utilisées, bien préparées, bien intelligemment utilisées. Bon, évidemment, il s'agit d'une production petit budget hongkongaise, c'est donc très loin de valoir ce que pourraient donner les grandes productions américaines ou européennes, ou même chinoises aujourd'hui. Donc ça se suit sans déplaisir, mais plutôt avec de la joie, puisque toute la salle a rigolé, mais pas des handicapés, mais bien avec le film. The Mermaid de Stephen Chow. Vous avez aimé Shaolin Soccer? Vous avez aimé Crazy Kung Fu? Deux autres œuvres de Stephen Chow qui ont réussi à bien percer en France. Eh bien, voyez le dernier film de cet auteur. Et surtout, son plus grand succès, le plus grand succès chinois du marché intérieur de Chine, de la République populaire. C'est un film qui raconte l'histoire de Shan, la timide sirène envoyée pour assassiner un PDG d'entreprise qui pollue la mer. En effet, pour pouvoir installer un complexe hôtelier, un gros Richard tout jeune, joué par Stephen Chow, va devoir exterminer la faune locale avec des sonars. Et il se trouve que justement, les sirènes, elles n'aiment pas beaucoup se faire massacrer de cette manière. Mais l'amour va naître entre la sirène et le PDG. Une histoire vraiment pas cucu, contrairement à ce que peuvent produire certaines compagnies. Et là, au contraire, c'est bon. C'est un véritable message, c'est fort, c'est dur. Il y a de très bons gags, en particulier le personnage du poulpe qui fait rire tout le monde, même si c'est un personnage tragique. Et puis en même temps, c'est un film très dramatique. Un film de vraie dénonciation du système chinois actuel, je précise bien actuel, qui voit donc les gens riches écraser les pauvres et surtout ne pas voir les difficultés qu'ils causent. C'est un film intelligent, humaniste, très bien réalisé. Ça a été à deux doigts d'être le prix du public. Mais il se trouve que c'est pas lui qui a gagné, mais il l'aurait mérité. S'il est le plus gros succès chinois de tous les temps actuellement, c'est parce qu'il le mérite. Et quand il passera en France, si jamais il passe, n'hésitez pas à le voir. Ce film est chatoyant, ce film est beau, ce film est terrible, ce film est troublant, ce film est intelligent, ce film est bien réalisé, ce film est un chef-d'œuvre. Et voici donc venir les 4 films de la nuit fantastique. De 22h à 6h du mat, nous avons 4 films. Daylight's End de William Kaufman, 31 de Rob Zombie, Scare Campaigns de Cameron et Colin Cairns, et Ricky O, Story of Ricky de Lam Nine Choi. J'ai fait une petite vidéo là-dessus. Ces 4 films, je ne vais pas vous les chroniquer ici parce que ça a déjà été fait avec Valentin Brédoré dans cette petite vidéo. Donc n'hésitez pas à faire des petites vues ou à revenir ici par la suite. Bambi de David Hand, James Algar, Samuel Armstrong et Graham Aid. Ah si, il est dans la sélection. Oui, Bambi de Disney. Dans l'absurde séance. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un excellent film. Bahagi de Sabir Khan. Ronnie est pauvre, travailleur et bons arts martiaux. Et Sia est belle, douce, amoureuse de Ronnie, comme Ronnie est amoureuse de Sia.
Mais le fils du maître de Ronnie va malheureusement poser son regard concupiscent sur Sia. Il va l'enlever et il va essayer de la faire sienne. Film de 2 heures. La première, c'est une romance, un peu cuculatraline, de la manière Bollywood. C'est sucré, c'est dansant, c'est chantant, tout en ayant un petit fond d'arts martiaux avec donc Ronnie qui devient le disciple préféré du maître, tandis que le fils, déjà très bon disciple, lui par contre commence à s'enfermer dans une volonté de concupiscence et de lucre et de stupra. Et pour ce qui est de la deuxième heure, me direz-vous, Baggy est riche en bagarre. Film indien très classique dans sa forme, dans sa réalisation. Il s'agit d'un très bon film qui a beaucoup plu. Il était à la fois en lice pour le prix du public et pour le prix du jury. Il se trouve que malheureusement il n'a gagné ni l'un ni l'autre, mais quand même c'était bien défoulant. Si la première heure est quand même un petit peu d'humour, un petit peu mièvre, avec cette idée que quand Ronnie et Sia se retrouvent, il pleut tout le temps, et donc c'est beau, c'est humide, c'est joli, et ça fait des reflets un peu partout. Et bien la deuxième partie, nom d'un chien, c'est des potes. On connaît Bruce Lee, on connaît Jackie Chan, on connaît Tony Jaa, et bien là, Tiger Shroff, il fait du sacré boulot. Tiger Shroff, c'est celui qui joue le rôle de Ronnie. Et il pète la gueule à un petit peu tout le monde. Sia, de son côté, elle aussi n'est pas en reste, ce n'est pas une femme fragile, c'est une femme baggy, à savoir une femme rebelle. Et dans tous les cas, le body count va être élevé. Hentai Kamen 2 de Yoshi Fukuda. Je n'ai pas vu le Hentai Kamen 1. Et j'ai commencé à lire la bande dessinée originelle, donc le manga, dont c'est tiré. Et le 2. A fait péter les scores! Moi, j'aime le cinéma du surtout quand il est fou et loufoque. Et là, ce film, c'est l'histoire d'un mec qui, quand il met une petite culotte usagée sur son nez, eh bien, il devient Hentai Kamen. Chaque fois qu'il donne un coup de pelvis à un adversaire, celui-ci se trouve foudroyé. À la fin de Hentai Kamen 1, Ogane, l'ennemi juré de Hentai Kamen, était mort dans une explosion. Il était décédé de décès, et malheureusement, il est de retour pour nous jouer un premier tour. Et plus souvent sa tête, parce qu'il n'y a plus rien d'autre qui reste. Nous apprenons par le fil des événements que l'ennemi juré de Hentai Kamen, Ogane, est de retour après avoir été tué dans le premier épisode. Logiquement, c'est sa tête qui est restée en vie. Et donc, il décide d'utiliser une machine afin de combiner des gens, plus souvent de combiner le potentiel des gens. En l'occurrence, les aspirateurs et les pervers, afin d'aspirer tous les slips de la région. Ainsi, Hentai Kamen est dépourvu du moyen de se transformer. Et il va devoir apprendre la technique secrète des pervers au monde des ermites. Véritable succès public de cette fin de festival, Hentai Kamen 2 a vraiment beaucoup plu. Il a fait du bien par où ça passe. Et même s'il y avait un léger fumé de culottes usagées, on a beaucoup apprécié. C'est assez Z, c'est assez Sushi Typhoon dans l'esprit, mais surtout, c'est vraiment ce que les Japonais arrivent à faire de mieux. Quand il s'agit de faire quelque chose de fou, ils y vont à fond. Terraform Mars de Takashi Miike. Y aller à fond. Ce n'est plus ce que fait Takashi Miike. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'histoire de délinquants qui devraient défoncer du cafard mutant sur Mars après avoir été hybridés avec des insectes. C'est énorme! Ça devrait être énorme! Et Takashi Miike, c'est lui qui a réalisé Yakuza Apocalypse l'année dernière, que je vous conseille, c'est encore là. Bah, ça devrait être énorme. Et ben c'est de la merde! C'est de la merde. Alors, il y a un point positif, c'est le design des Terraform Mars. Quand je voyais la version papier, j'avais beaucoup de mal à y voir du cafard, justement. Dans le film, c'est bon, on voit du cafard. Dans ce film, malheureusement, il adapte quasiment case par case le premier arc de Terraform Mars. Ça veut dire les 2-3 premiers volumes. Et malheureusement, le médium manga n'est pas le médium cinéma. Comment tu peux te porter à ce point-là? Ça a duré 1h40, j'ai l'impression que ça a duré 7 heures. Pourquoi? Parce que justement, tes personnages n'arrêtaient pas de se regarder en chien de faïence. Non. Et évidemment, quand ils ne se regardaient pas en chien de faïence sans rien dire pendant des plombes, eh bien, ils parlaient au milieu des cafards. Normalement, les cafards, ils sont super agressifs. Normalement, les cafards n'arrêtent pas de casser la gueule aux humains. Mais là, au contraire, ils les laissent parler pendant des heures. Non. Ça passe peut-être sur le format papier, parce que justement, c'est une case figée, c'est une image figée. Ça ne fonctionne pas ainsi dans un cinéma. Ça ne fonctionne pas ainsi dans un film. Là, je suis déçu. Miike est très vilain. Conclusion.
Eh bien, c'était un excellent festival. À part 2 films qui étaient chiants, le reste était au moins divertissant. Si ce n'est vraiment de bons films, voire des chefs-d'œuvre. Là-dessus, je ne peux que vous conseiller d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films. On se revoit au cinéma. Ouh!